accueillir maintenant Baptiste et Monsieur Derville qui vient nous faire la conférence. Monsieur Derville vient de Paris, il faut bien le remercier, il a pris le train, plusieurs trains. C'était un peu tendu, on venait avec la SNCF. Monsieur Derville, il est chroniqueur à la radio, dans la presse. Il a été le fondateur de À Bras Ouverts il y a 31 ans. C'est une association qui s'occupe des polyhandicapés. Il est actuellement délégué général, un des délégués généraux d'Alliance Vita. Mais encore, il a créé, il y a 4 ans, un courant qui s'appelle Écologie humaine, pour une écologie humaine. Il a aussi écrit des bouquins, plusieurs livres, Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine, et dernièrement, Aventure à bras ouverts. Et d'autres ouvrages, mais voilà, il y en a beaucoup. Bonjour à vous. On va commencer sans plus attendre avec la première question, donc, que Jean et moi on a quand même un petit peu préparé, on a essayé. Et on a vu qu'il y a quand même pas mal de termes qui semblaient se rapporter à la même chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre cyborg, androïde, robot, clone, et en quelques mots, qu'est-ce que c'est concrètement le transhumanisme? Je vais essayer. Alors, le clone, c'est une sorte de copie, une mauvaise copie d'ailleurs on pourrait dire, parce que vous connaissez la brebis Dolly, qui est le premier mammifère cloné, qui est morte prématurément d'un vieillissement accéléré. C'est l'idée d'utiliser une cellule du corps d'un mammifère pour le reproduire à l'identique. Voilà. Et donc il y a des personnes qui ont imaginé, qui ont prétendu, même le savant coréen Wang, fabriquer des clones humains. On s'est rendu compte que c'était une supercherie, il n'avait cloné que des chiens, mais il y a quand même tout un débat pour savoir est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des clones qui seraient des réserves d'organes. Robot, c'est un mot qui a été inventé par un homme qui dans sa langue, roboto, ça voulait dire serf ou esclave, serviteur, et c'est simplement une machine qui remplace l'homme. Alors elle peut être androïde, elle peut ressembler à une personne humaine, c'est des robots qui nous ressembleraient. D'ailleurs, dans les gens qui travaillent sur la robotique, quand le robot tend à singer l'homme, ont remarqué que il fallait absolument lui donner, et c'est pas le thème du jour, un visage soit féminin, soit masculin. Sinon, il y a un malaise qui s'instaure en nous si on ne l'identifie pas, si le robot est un robot androïde homme ou un robot androïde femme. Mais par extension, bien sûr, les robots, c'est toutes les petites machines qui, avec des petites ou des grandes intelligences, remplacent l'homme dans l'industrie, un peu partout, et maintenant dans la vie domestique. Voilà. Les autres mots, c'était... comment ? Ah oui, cyborg. Cyborg, organisme cybernétique. Alors là, ça me donne l'occasion de répondre à la question sur le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée qui s'est beaucoup développé à partir de scientifiques très intelligents et puissants, notamment travaillant dans la Silicon Valley, qui ont imaginé que l'humanité, il était temps qu'elle prenne son envol pour s'affranchir de l'évolution. L'évolution nous conduit à être ce que nous sommes, des homo sapiens basiques, qui ont des limites, un corps sexué, donc homme et femme, le temps qui est compté, la mort qui est inéluctable. Et je le dis à dessein, donc un corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable, les limites de la condition humaine. Et il considère que ces limites, il est temps de pouvoir les casser, s'en affranchir grâce à la convergence de 4 grands domaines, les fameux NBIC. N pour nanotechnologie, la robotisation miniature. I pour l'informatique. B, deuxième c'est B. B, la biologie moléculaire, le fait qu'on puisse travailler à l'échelon de la molécule. I, l'informatique, à la fois les puissantes capacités de calcul, qui, vous le savez, ont cru de manière exponentielle depuis quelques dizaines d'années, et aussi les big data, les données, la capacité de stocker des données. Informatique. Et c'est pour les sciences cognitives, le cerveau, la compréhension du fonctionnement du cerveau. Donc beaucoup de scientifiques estiment que la convergence entre ces 4 domaines qui progressent de manière exponentielle va aboutir à un point de singularité. Et là apparaît le cyborg. Ce point de singularité, c'est le moment où l'humanité sera, disent-ils, capable de créer un être hybride fait de chair et de machines et de matériel,
et cet être nous sera supérieur, en intelligence, en créativité, en puissance de calcul, en tout, etc. Voilà. Alors il faut dire tout de suite que le transhumanisme s'appuie donc sur une conception matérialiste de l'être humain, qui considère que nous ne sommes que la résultante d'équations biochimiques complexes certes, mais qu'on peut résoudre, qu'on peut étaler à un moment ou à un autre, et qu'on peut donc surpasser. Ils estiment que l'humanité, du fait d'ailleurs de la pression qui s'exerce sur elle de manière exogène, l'environnement, beaucoup d'autres événements qui peuvent arriver, eh bien il lui appartient de rompre avec son animalité, de se saisir elle-même de son destin. Et il le dit, je le dis dans mon livre Le Temps de l'Homme, je ne donne pas beaucoup de citations, nous serons comme des dieux, omniscients, omnipotents, immortels. Voilà. Et certains, Ray Kurzweil par exemple, qui est un des grands patrons d'une des filiales de Google, voilà, et qui prend d'ailleurs beaucoup de pilules tous les jours pour pouvoir lui-même se porter en aussi bonne santé que possible, voilà, et une sorte de prophète du transhumanisme, qui considère que voilà, le salut de l'homme passe par le progrès technique. Voilà. C'est un courant de pensée, c'est un lobby, il est puissamment financé, il est d'une puissante intelligence humaine, et on en discutera peut-être plus avant. Vous savez peut-être qu'il y a des universités de la singularité aux États-Unis, en Suisse, et tout un courant de pensée qui s'appuie sur l'idée que l'homme doit maîtriser son destin et se transformer, et donc qu'il nous appartient de enfin devenir ces dieux que nous avons bien envie d'être. Alors, si déjà je donne une petite explication complémentaire, le fait de nous heurter à nos limites, ça ne date pas d'hier, et vous connaissez sans doute les grands mythes de Prométhée ou d'Icare, un Icare qui veut s'envoler par la technique grâce à ses ailes, et puis sur sa planche du soleil, il y a un crash monumental, et il perd à la fois la vie et son orgueil avec. Et donc l'idée que nous nous débattions avec nos limites est à prendre avec sérieux. L'idée que nous ayons envie de nous dépasser est à prendre avec sérieux. Le grand Pascal disait l'homme passe infiniment l'homme. Donc dans notre cœur, nous pouvons parfaitement avoir l'idée, le souci de nous dépasser. On peut être confronté de manière très douloureuse à ces limites dans notre mémoire, dans notre capacité de calcul. Voilà, ça c'est une réalité de chacun. Alors maintenant, jusqu'où on peut aller, et c'est toute la question. Merci. Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet? Et est-ce qu'il y a urgence, nous, de se former, de s'intéresser à ce sujet, et pourquoi? Alors personnellement, je me suis intéressé à ce sujet parce que je m'intéresse beaucoup au sujet bioéthique, et j'ai vu la tendance progressive de nos sociétés à promettre une technologisation, du barbarisme, de la procréation. C'est-à-dire le fait que, de plus en plus, la procréation est entrée dans le domaine de l'industriel, du fait notamment des systèmes de procréation médicalement assistée qui répondent à des grandes douleurs, les douleurs liées à l'infertilité, mais qui basculent immédiatement vers l'industrie. Et j'en ai été témoin personnellement de voir qu'à partir du moment où vous fabriquez en laboratoire des embryons en rapprochant les gamètes, eh bien vous êtes obligé de les observer au microscope, de les noter, alors que jusqu'alors nous étions accueillis inconditionnellement, mais on est obligé de les noter, de les trier, de jeter ceux qui sont impropres, dont on pense que l'implantation ne va pas donner la vie, donc il y a des déchets d'hommes, on pourrait dire, déjà intrinsèquement dans ces systèmes. Et j'ai vu dans différentes revendications la perspective que finalement l'homme devenait un objet industriel, au lieu d'être un sujet, un objet. Et que cet objet, inévitablement, il était maltraité par une forme d'eugénisme. Voilà, par le fait que si on considère l'homme comme un objet, on ne va pas le traiter ce soir, je pense, mais dans la gestation par autrui, il y a un contrat qui permet à une femme de porter un enfant et ensuite de le donner contre une facture à des commanditaires qui ont besoin de cet enfant, ils ont ce grand désir. Mais l'enfant doit être conforme. S'il n'est pas conforme, il est rejeté. CF, la jeune Thaïlandaise qui a dû garder l'enfant porteur de trisomie parce que les commanditaires australiens n'en ont pas voulu. Alors je me suis dit, ma réflexion était de me dire, les lanceurs d'alerte en matière d'écologie environnementale, il y a quelques dizaines d'années, quand j'étais jeune, nous ont dit, attention les amis, on est en train, nous, humanité, de scier la branche sur laquelle on est assis. Nous qui sommes les plus belles fleurs de la biodiversité, si nous ne léguons pas aux générations futures une terre habitable, un air respirable, une planète vivable, eh bien nous manquons à notre devoir de responsabilité vis-à-vis des générations futures, car nous sommes devenus puissants. Et quand nous devenons puissants, nous devons avoir la sagesse d'exercer cette puissance avec humilité. Voilà ce que nous disaient ces lanceurs d'alerte, pris souvent pour des hurluberlus. Je ne prétends pas forcément que la traduction politique en termes d'écologie dans notre pays soit forcément
la moins idéologique. Mais j'observe que chacun d'entre nous, et spécialement vos générations, plus encore que la mienne, ont pris au sérieux l'enjeu environnemental. Et nous sommes soucieux de ne pas gaspiller, soucieux de ne pas user abusivement des matières premières qui feraient qu'on viderait la planète de sa capacité à conserver et à entretenir la vie dont nous sommes un des éléments. Alors, où est-ce que je veux en venir? Parce que je vais en venir, désormais, vous le savez peut-être, au Mexique est né un bébé à 3 parents. Pour la première fois, cette parité originelle homme-femme, dans l'engendrement dont on a tous bénéficié, a été transgressée parce que pour soigner une maladie, on a énucléé, enlevé le noyau de l'ovocyte de la mère porteuse d'une anomalie mitochondriale, c'est-à-dire qui se développe qui est situé dans les gènes mitochondriaux, dans le cytoplasme de la cellule maternelle, qui est nourricière. Et donc on prend le noyau de la mère demandeuse, on va chercher le cytoplasme d'une mère donneuse et le sperme du père demandeur, et voilà un bébé qui est né avec 3 parents génétiques. Transgression monumentale sur la nature même de l'homme. En Chine, on a déjà conçu des embryons viables génétiquement modifiés par le CRISPR-Cas9, cette technique de génie génétique assez récente et révolutionnaire qui permet de faire une sorte de copier-coller sur les gènes. Donc voilà que, désormais, sur cet arbre de la biodiversité, l'homme risque de se scier lui-même, c'est-à-dire de modifier sa propre nature, sans qu'on sache exactement les conséquences. D'ailleurs, au Mexique, on n'est pas sûr que le bébé sera indemne de la maladie parce que les gènes interagissent de manière extrêmement complexe et que l'homme ne connaît pas. Donc moi, personnellement, j'ai alerté en disant attention, et je ne suis pas le seul, je pense que Jacques Attali, par exemple, a fait une tribune dans Sled.fr en janvier 2013 qui m'a beaucoup intéressé, où il disait attention, derrière tous ces débats de société, l'enjeu majeur, c'est est-ce que nous n'allons pas être des artefacts, produits artificiels, producteurs d'autres artefacts? Est-ce que nous allons être capables, dixit Jacques Attali toujours, vous voyez qui c'est, un grand intellectuel français, il n'est pas forcément d'accord avec des prises d'opinion que je peux avoir par ailleurs, hein, mais est-ce que nous allons être capables de définir et protéger le sanctuaire de notre identité d'humanité, d'homme? Est-ce que l'amour et l'altruisme, poursuivait-il, demeurera le moteur de l'histoire? Je ne connais pas forcément tant de choses que ça par cœur, mais ça m'a marqué. Et voilà, donc je me suis intéressé à ça en disant il est temps que l'humanité soit alertée sur le risque que ces murs porteurs s'effondrent parce que des apprentis sorciers n'auront pas eu la sagesse de l'humilité nécessaire. Cette humilité nécessaire dans l'usage du nucléaire, dont vous savez bien à quel point il est compliqué, à quel point on s'est rendu compte que lorsque la vague qui ne devait pas arriver est arrivée, Fukushima, ça rabat quand même le caquet de ceux qui disaient que ça ne devait pas arriver cet accident. On s'aperçoit que sur un certain nombre de sujets, plus on est puissant, comme un petit bébé d'ailleurs, hein, qui devient de plus en plus fort, il devient aussi de plus en plus raisonnable, sinon il se mettra en danger. Au début, on le protège, ce petit enfant, jusqu'à ce qu'on ait l'âge de raison. Eh bien, l'humanité a atteint un âge de raison, il est temps qu'elle protège son identité. Et donc, oui, il faut se former. Il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas laisser aux spécialistes, qui sont le nez dans le guidon, j'en connais pas mal, je suis ami avec certains d'entre eux, je vois bien à quel point la technique a tendance à anesthésier la conscience. Parce que je veux réussir quelque chose, et je suis mu par le souci de réussir, de manipuler, ce qui est d'ailleurs le propre de l'homme, avec ma main, et puis la conscience doit arriver derrière. Mais il est très important que des personnes prennent du recul, et que chacun d'entre nous prenions du recul en disant, voilà, est-ce que ça c'est bien pour l'humanité ou pas? Ne surtout pas confondre le faisable avec le bien. Et derrière le fantasme transhumaniste, il y a cette confusion. Il y a une technophilie, c'est-à-dire un amour de la technique. La technique peut nous sauver, elle nous a d'ailleurs souvent sauvés. On ne serait sans doute pas là s'il n'y avait pas eu la technique, qui a sauvé nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères surtout, et encore au-delà de la mort en couche par exemple, parce qu'il y a eu des inventeurs qui ont découvert qu'il fallait se laver les mains au moment des accouchements, par exemple. Rien que ça nous a... C'est ça qui explique que nous soyons là, sinon sans doute l'un ou l'autre de nos ancêtres n'aurait pas pu nous donner le jour. Donc vive la technique, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bravo. Et justement, pour se former, vous parliez tout à l'heure que le transhumanisme cherchait à nous affranchir des limites de la nature, la vieillesse, etc. Mais à partir de quand commence le transhumanisme? Soit les gens comme vous portez des lunettes, vous êtes en train de vous affranchir d'une... je ne vais pas dire de la vieillesse, mais... je suis très vieux. Des choses naturelles. Qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, d'avoir des lunettes beaucoup plus puissantes qui vous permettraient d'avoir une vue... nocturne par exemple? C'est vraiment une très bonne question. D'ailleurs, si on mettait là, encore vous êtes jeune, mais moi j'ai des ligaments artificiels aussi des deux côtés, donc je ne tiendrais pas debout si je n'avais pas les ligaments artificiels. Je ne parle pas de mon dentiste, ruineux, etc. Et je ne vous demande pas le vôtre. Et donc c'est vrai que... mais c'est une très bonne question. Et c'est ça qui est difficile.
hein, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé de la technique avec l'eau du bain. L'homme est fait pour se développer. D'une certaine manière, l'homme est fait pour augmenter, au sens, voilà, il n'y a aucune culture où la nudité absolue est de mise. L'homme se manifeste par sa culture, par des changements corporels, voilà. Même si on a des barbes, on les rase, etc. Il y a toujours quelque chose qui... On s'approprie son corps et on le vêt, et dès la naissance, on vêt l'enfant, il naît dans une culture, et c'est une culture de la croissance et du développement. Donc la question, c'est très difficile de toucher ces critères, hein, mais c'est le critère, la différence entre réparation et augmentation, déjà, qu'on peut voir. Hein. Le fameux débat qu'il y a eu autour de Oscar Pistorius, vous voyez cet athlète sud-africain, avant de défrayer la chronique avec un fait divers sordide, il a défrayé la chronique avec le débat. Est-il avantagé par ses prothèses en fibre de carbone? Lui qui est né sans péroné, qui a donc dû être amputé des jambes, il a des prothèses en fibre de carbone. Moi je suis un ancien sprinter, donc je vois la nécessité d'une élasticité à l'accélération, et les valides ont contesté sa présence aux Jeux Olympiques de valide en disant ces prothèses le font courir plus vite que s'il était valide. Voilà, il a perdu une première fois, il a gagné une deuxième fois, il a couru aux Jeux Olympiques de Londres avec les valides. Voilà. Et donc la question qui est complexe, c'est à partir de quand suis-je réparé et à partir de quand suis-je augmenté? Je suis ami de Filippo Zodi Borgo, et il y a quelques temps encore, je disais, vous voyez qui c'est le gars qui a l'origine intouchable, hein, qui est tétraplégique. Et moi je disais jusqu'alors, dans des rencontres comme ça, mettre une puce dans le cerveau pour activer par la pensée un exosquelette pour qu'une personne tétraplégique puisse marcher, pas de problème. Mais la mettre dans le cerveau pour enlever, par exemple, les pensées racistes, ou modifier certains types de comportements. Pardon, des casse-gueule. Parce que où se situe à ce moment-là la liberté? Mais quand j'ai dit ça à Philippe, il m'a dit, tu sais, moi, on m'a proposé de me mettre une puce dans le cerveau. J'ai dit, non, touche pas à mon cerveau. Il dit, mais qui manipule la puce? Parce que la question qui est derrière, c'est la question de la liberté. Bon. Donc l'augmentation et la liberté. Après, j'ai rencontré, je ne sais pas si c'est votre cas, des étudiants en ophtalmologie, moi qui suis vieux, myope, presbyte, astigmate. Mais quand même, je le vois assez bien jusqu'au bout, parce que la technique fait bien les choses. Hein. Et il m'a dit, je ne sais pas si certains pourraient corroborer ce témoignage, il m'a dit que ses amis étudiants étaient plus intéressés par le fait de donner un œil de lynx, une vue de vautour aux êtres humains, que de réparer les pauvres types comme moi qui ont des yeux qui s'abîment. Et donc là, il y a en ce moment quelque chose qui peut se jouer et dans l'ordre du basculement. Est-ce que ce corps qui est le mien, vulnérable, qui tousse, qui est fatigué, etc., qui parfois pousse ses limites, mais qui se rappelle aussi à mon humanité, est-ce que ce corps, je le méprise jusqu'à vouloir m'en affranchir, ou est-ce que simplement je veux en prendre soin? Et je ne suis pas sûr qu'on trouve facilement ces critères. Moi j'ai essayé d'en trouver, je ne sais pas si c'est le moment d'en dire, mais je pense qu'il y a un des critères majeurs, c'est, peut-être il y en aurait trois, ça serait, est-ce que cette technique va me libérer véritablement, ou est-ce qu'elle risque de m'aliéner? CF, la réponse de Philippe Pozzo qui dit, attention, il pense, mais pourquoi on met une puce dans le cerveau? Quel intérêt, quel mobile? C'est vraiment pour me rendre service, ou c'est pour prendre le contrôle? Ou c'est pour tester des choses? Les personnes avec un handicap ont parfois comme des paravents, ou des cobayes d'expérimentation pour des techniques qui peut-être après risquent d'être répandues alors qu'elles ne sont pas vraiment respectueuses. Donc la liberté, est-ce que ça va me mettre vraiment en relation avec autrui, ou est-ce que ça va couper la relation? Je suis ami de Jean-Marc Potvin, vous connaissez peut-être, un garçon qui a connu un peu du succès dans la Silicon Valley, et il vient de lancer un logiciel entourage qui permet d'aller à la rencontre des personnes de la rue. Voilà, il utilise la technologie pour se mettre en relation. Mais si mon smartphone me coupe de la réalité, et je crois que nous sommes tous de ce point de vue largement déjà un peu transhumanistes, alors je peux dire attention à l'aliénation, comment je peux m'en libérer? Voilà, déjà deux critères, il y en aura peut-être d'autres, mais je donne cela. Et donc, j'aimais bien, vous ne connaissez pas, je pense, André Frossard, qui écrivait des petits cavaliers seuls dans le Figaro, vous voyez qui c'est, certains d'entre vous, en tout cas, quelqu'un a opiné. C'est un ami de Paul VI, et André Frossard, dans un cavalier seul qui m'avait marqué, si quelqu'un le retrouve, ça m'intéresserait, il disait en substance, les générations qui m'ont précédé, il pensait à la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin de courage pour choisir le bien contre le mal. Les générations qui nous suivent ont besoin de discernement. Et la question que tu as posée, c'est une question du discernement. Est-ce que je peux prendre du recul et me dire, mon smartphone fait-il de moi une marionnette, déjà, un robot, robotisé par des logiciels surpuissants, ou bien est-ce que je l'utilise vraiment pour le bien? Et le philosophe de Google, Harris, vous avez peut-être vu ce texte, je vous recommande d'aller le voir sur Internet, utilisez-le, du coup, ancien philosophe de Google, il dit
Le téléphone est cette petite chose qui rentre sans cesse en compétition avec le réel et qui gagne toujours. Et en disant ça, je vois l'usage que j'en fais. Il dit, le matin, les gens veulent y passer quelques minutes, et si vous regardez les statistiques, nous y passons quelques heures. Et nous avons toujours quelque chose de plus excitant à faire que de subir un orateur qui va parler pendant 10 minutes sur des questions qui auraient dû durer 5 minutes. Donc on pourrait toujours trouver mieux, plus excitant, plus amusant, etc., pour devenir comme dans Matrix. Vous avez vu le film Matrix, hein, comme dans un... Je m'arrête là. Mais comme plonger dans un bain amniotique pour s'exciter de différentes images, réalités qui nous coupent des plus proches. Et les vieillards, à nos portes, meurent chez eux, seuls, et on les découvre 3 mois après. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons ? Est-ce que la technique va pouvoir nous relier ou est-ce qu'elle va nous séparer? Merci. Rapidement, vous avez touché du doigt la propriété. Finalement, j'ai mon corps, je suis propriétaire de mon corps, je peux en faire finalement l'usage que j'en veux. Si je décide par exemple de faire greffer par exemple une puce dans mon cerveau, c'est mon droit finalement. Quelle est les limites justement de cette propriété? Ça aussi, c'est une question complexe. Alors, j'essaie d'y répondre, mais en faisant du café du commerce, mais qui quand même, j'y réfléchis un peu quand même. Hein. Alors, je suis mon corps. Dans notre pays, le corps n'est pas aliénable. La France résiste encore et toujours à l'envahisseur en matière de marchandisation du corps. Tu ne peux pas vendre ni tes gamètes, ni ton rein, ni ton sang. Tu donnes éventuellement, et encore, moi je conteste certains types de dons, je pense qu'ils donnent des choses qui ne nous appartiennent pas réellement, la paternité par exemple. Voilà. Donc il y a cette réalité, je suis mon corps, je l'ai reçu gratuitement, et comme vous savez, quand on reçoit un cadeau, de cette manière, on honore le cadeau, on ne le revend pas normalement. Je sais que vous le faites sur Internet, parce que maintenant on peut le faire, mais ça pose question éthiquement. Voilà. Et donc, de toute façon, si on demande à un médecin de nous amputer d'un bras pour nous en mettre un mieux, aujourd'hui il va le refuser, il aura raison. Il n'est pas sûr que tout le monde, à terme, refuse ce genre de choses. Hein. Donc il y a en tout cas des réflexions autour de cela. Mais je fais ce que je veux de mon corps, je le conteste. D'abord, je ne peux pas forcément faire ce que je veux, c'est dans la limite de la liberté d'autrui, et en plus mon corps a une dignité. Exemple type, et pour les juristes, il y en a parmi nous des juristes peut-être, il y a le fameux arrêt de Morsan-sur-Orge. Hein, Morsan-sur-Orge, voilà. Voilà, c'est typiquement une personne de petite taille, si je prends un de petite taille, était rémunérée, consentante, protégée pour être dans une sorte de boîte de nuit envoyée par les clients sous forme de jeu. Le maire de Morsan-sur-Orge a interdit cette attraction au motif qu'elle portait atteinte à l'identité de la personne. Et le Conseil d'État a confirmé qu'il était légitime pour le maire d'interdire, même si le gars était consentant, rémunéré, bien conscient, etc., parce que ça portait atteinte à la dignité humaine. Nous ne sommes pas des atomes indépendants, nous ne sommes pas hors sol, nous sommes reliés. Et ce que je vis engage toute la communauté humaine. Et notre pays, en particulier la France, et elle est honorable pour cela, en matière de prostitution, récuse la prostitution aujourd'hui, hein, à une posture abolitionniste, quelle que soit la réalité de la prostitution qui est là, bien sûr, en raison de la dignité